bienvenue dans ce 4e épisode où nous nous focaliserons sur les nouveautés côté endpoint. Vous remarquerez déjà que la taille du paquet a été réduite d'environ 100 mégas puisqu'elle se stabilise aujourd'hui autour des 280 mégas. Deuxième bonne nouvelle, si vous ouvrez le répertoire du paquet, vous constaterez que le MSI permettant d'activer le chiffrement AES 256 bits est maintenant inclus de base, évitant ainsi quelques manipulations sources d'erreurs. Sur les PC déjà équipés de KES 10 SP1, il suffira donc de faire une tâche de modification de paquet, de l'éditer pour sélectionner les composants de chiffrement et de l'exécuter classiquement. Tant que nous sommes dans le chiffrement, vous constaterez une nouvelle interface d'authentification pré-boot avec support de la souris, support d'une liste étendue de claviers non QWERTY par détection automatique, ainsi que le support des caractères spéciaux des différentes langues. Non visible ici, il est à noter que le chiffrement prend en charge des cartes intelligentes type Smart Card et tokens pour l'authentification pré-boot. Par exemple, certains modèles de chez SafeNet, Aladdin ou encore Gemalto. Enfin, dans le cadre du chiffrement full disk, la prise en charge des plateformes UEFI et des disques GPT est maintenant opérationnelle. Parlons par feu. Peu de nouveautés mais une de taille. En effet, faute de temps à y consacrer, ce module est souvent désactivé par les administrateurs. Afin de leur simplifier la vie, les 3 classes d'adresses IP que l'on retrouve classiquement sur le réseau privé ont été rentrées automatiquement et appliquées sur le profil des réseaux locaux. Cela veut dire que dans les règles de paquet par exemple, toute l'activité réseau est autorisée par défaut si l'application est connue de Kaspersky. Alors qu'avant, la règle suivante s'appliquait et justement, celle-ci bloquait le RDP. Voici donc une bonne raison de laisser maintenant ce module en route et pas uniquement sur une stratégie nomade. Intéressons-nous maintenant aux quelques nouveautés du contrôle de périphérique. Peu de changements ici, l'idée étant toujours de simplifier l'administration de la fonction. Ainsi, il est désormais possible de créer des règles de contrôle des périphériques basées sur des masques. L'intérêt est double, il est désormais inutile de connecter physiquement le périphérique à un PC afin de l'ajouter aux exclusions, et il est possible d'exclure un lot de périphériques. Ici, par exemple, je souhaite autoriser tous les disques amovibles de la marque Kingston. Il suffit alors de mettre ce type de masque et de l'appliquer. J'appuie ici sur le bouton mettre à jour pour voir si ce type de disque a déjà été inséré, mais ce n'est pas nécessaire. Il suffit de faire OK directement. Remarquez au passage l'ajout d'un champ commentaire si besoin. Côté poste client, je peux bien sûr déjà vérifier si la stratégie est bien appliquée. On voit ici que la stratégie a bien été reçue. On va bien sûr constater qu'il n'y a aucun problème d'accès sur une clé de cette marque. Par contre, si j'insère une clé d'une autre marque, il sera tout à fait impossible d'y accéder, même en tant qu'administrateur. Terminons par le contrôle des applications, même philosophie que pour le pare-feu ou le contrôle des périphériques. Dans le but de simplifier l'accès à la fonction, vous pourrez créer des règles plus simplement. Au hasard, créons ici une interdiction des clients FTP avec possibilité d'être plus large dans les restrictions ou exclusions en jouant avec le nom des éditeurs. Exemple, j'autorise seulement les clients FTP de l'éditeur Mozilla. Ensuite, l'autre nouveauté va être dans la façon d'appliquer cette règle. Si je retourne dans ma stratégie et que j'édite celle-ci, vous allez constater que je peux dire que cette règle ne concerne
Pas les administrateurs, mais tous les autres, par exemple. Il suffit pour cela de sélectionner le groupe en question et de cocher la case « Interdire aux autres utilisateurs ». Merci d'avoir suivi ce 4e épisode et rendez-vous dans la vidéo suivante.